structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les populations à risque. Les monstres surgissent des profondeurs de notre esprit. La chasse aux monstres a une histoire aussi longue que celle de l'humanité, une histoire étrange, sombre et profonde. Les populations à risque. Bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Les populations à risque. Donc je suis Lolo Lumpen qui sera votre hôtesse ce soir. Et avec nous avons Queen de bord. Je vous laisse vous présenter en fait comme la semaine dernière. Ah pardon, j'ai un petit problème de micro. Voilà, c'est bon Queen. Merci. Mais t'as déjà dit mon nom, je m'appelle Queen de bord. Salut Queen. Bonsoir, moi c'est Josie Lacalache et je suis heureuse de vous retrouver. Salut Josie. Bonsoir, moi c'est Pedro et c'est la première fois que je suis parmi vous, je suis très contente. Bienvenue Pedro. Et c'est El Diablo. Bonjour à tous. Hola. Hola. Et moi ce sera Poupoupidou ce soir, je suis un nouveau venu aussi. Ah, bienvenue. Salut les jeunes, moi c'est Socrate. Salut Socrate. Et comme la semaine dernière, je ferai attention au temps, ici Gigi. Ah. Mais écoutez, on est beaucoup ce soir. Mais pensez pour un Halloween Tour quand même. Oui, voilà. Alors un Halloween Tour ne s'est pas réveillé. Mais elle va en direct par SMS réagir à l'émission de son salon. Ou peut-être d'ailleurs, on ne sait pas. Mais en tout cas, on lui fait des gros bisous et on pense très fort à toi, Anal. Gros bisous. Gros bisous. Bisous. Bisous à nous. Vous et moi, dans ce train, vous et moi, ça n'est rien. Vous et moi, sans lendemain, vous et moi, et vos mains. Vous et moi, ça n'est rien. Inconnu tout à l'heure, inconnu dans une heure, mieux connu en une heure que pendant une vie. C'est si lent, une vie. Qu'on est loin, qu'on est près, aussi loin, aussi près, que le rien et le tout, ça n'est rien, mais c'est fou. Dans ce train, moi et vous, ça fait peur et c'est doux. Juste une heure, moi et vous, juste une heure et puis c'est tout. Ça n'est rien, mais c'est fou, car ce rien est beaucoup mieux que tout. Oui, on est de retour. Donc, on a une... Est-ce qu'on peut appeler ça une chronique, Queen? Ou on a un autre mot pour ça? Une chronique Non, c'est pas une chronique. Non. C'est une présentation synchronisée de trois films. D'accord. Moi, j'aimerais appeler ça une dérive, si tu me le permets. Je te fais des bisous et je t'écoute. Très bien. Alors, comme on va parler de cinéma ce soir essentiellement, je proposais d'aborder la question des représentations, non pas par le biais de l'image qui est fabriquée et que le cinéma renverrait à la société, mais plutôt au niveau de la fabrication des films eux-mêmes et dans le cinéma documentaire. Parce que pour moi, dès que je pense au cinéma et au rapport des questions de genre, je pense tout de suite à mais qu'est-ce qui a été fait par quelqu'un qui tient une caméra ? Et j'ai donc 3 films dont j'aimerais vous parler, pas forcément en détail pour chacun d'entre eux, mais et pas forcément chronologiquement. Donc le premier, c'est peut-être le premier que j'ai vu, c'est Tarnation de Jonathan Coët. Je l'ai vu en 2005 à Bordeaux, et je me suis dit, ah mince, on peut faire ça dans un film.
Donc Jonathan Cowatt, il a commencé à se filmer à ses 12 ans, jusqu'à ses 31 ans. Et à 31 ans, il a décidé de monter toute la matière qu'il avait tournée. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui se met énormément en scène. Il même se travestit dans sa salle de bain. Il tourne des scènes à 5h du matin en filmant son reflet dans un lavabo, enfin dans le miroir au-dessus du lavabo. Donc il y a vraiment la question de la construction de sa propre identité dans le processus de son adolescence, de son devenir adulte, et même de son enfance, puisque ça commence, il a 12 ans, il est vraiment tout jeune. Et c'est l'idée qu'on puisse, grâce à un film documentaire qui remonte des images qui sont des archives, traverser non pas une identité qui serait une, mais au contraire quelqu'un qui est en devenir et tout ce qu'il traverse dans sa vie quotidienne. Surtout, ce film-là, il l'a fait au début, il durait très très longtemps, il durait 3 heures. Il a été projeté à Sundance et Gus Van Sant a dit « Ok, ton film il est génial, mais on le sort en salle si tu le raccourcis ». Et donc ce film a été raccourci et il est sorti en salle, c'est pour ça que je l'ai vu. Sinon, je pense que j'aurais vraiment jamais vu ce film. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il l'a monté tout seul avec eMovie à l'époque. Donc, et surtout, ce que ça veut dire, c'est que du coup, c'est pas un cinéaste professionnel, et du coup, qu'il n'a pas de contraintes d'histoire ou de questions de représentation vis-à-vis d'un producteur. Mais ça veut surtout dire qu'il a utilisé tous les effets d'eMovie sans vraiment tous les effets d'eMovie. Donc la diffractation, la multiplication des images. Donc c'est un film très plastique qui questionne l'identité à travers les effets de forme proposés par les ordinateurs. Surtout, alors, ce qui m'amène à comment peut-on se représenter soi-même avec le cinéma documentaire. Et l'autre film que j'ai vu récemment, qui m'a semblé incroyable, c'était « Et maintenant » de Joaquim Pinto. Encore une fois, ça pose la question de l'autoportrait, puisque lui, il décide de se filmer au moment où il doit prendre le traitement pour l'hépatite C, alors même qu'il a le sida. Et quand on a l'hépatite C, on ne peut pas... quand on a le sida, c'est très compliqué d'avoir l'hépatite C, puisque le traitement pour les séropositifs attaque énormément le foie, et donc il faut absolument pouvoir soigner d'abord et en premier l'hépatite. Et il se filme pendant 1 an, en train de vivre les hauts et bas de ce traitement, les différents taux d'analyse avec les médecins, et même il se barre vivre sur une île aux Açores avec son amoureux et des chiens, et vivre reclus. Donc ce film est aussi, encore une fois, important pour la manière dont l'intime se met en scène devant la caméra, avec elle, pour elle, et donc on est en présence des gens qui sont en train de vivre quelque chose et qui ont la nécessité de le filmer. C'est pour ça que je voulais parler du cinéma documentaire ce soir. Et le dernier film sur lequel je voulais attirer votre attention, mais dont je ne parlerai pas, c'est celui de Hervé Guibert, La pudeur ou l'impudeur, qu'il a filmé la dernière année de sa vie avant de mourir du sida et qui est sorti en 1991. Ce film sera certainement projeté à Bordeaux bientôt. C'est peut-être le premier film autobiographique tourné en vidéo. Et il a commencé un jour alors qu'il était avec son masseur qui soignait son dos endolori par le fait d'être assis sur sa chaise où il écrivait tous les jours. Et ensuite, il a filmé son infirmière, les médecins. Voilà, et il a fait son dernier film, son premier film la dernière année de sa vie. Et potentiellement, ce film sera montré en avril à Bordeaux, et je suggère qu'on en reparle à ce moment-là. Donc ces 3 films sont 3 investigations autobiographiques de la question du genre, mais en même temps, vous avez bien vu de ce que c'est que de se filmer soi-même et de restituer une expérience par le biais de la caméra, de tenir une caméra, mais aussi de trouver une forme une forme narrative pour la transmettre au spectateur. Souvent, c'est une question de temps. L'un a 1 an de traitement, l'un va bientôt mourir et l'autre s'est filmé sur 30 ans. Et ce qui m'intéresse moi dans le cinéma, c'est comment ça nous inscrit en face de vie et ça nous les rend présentes pour les partager. Et j'espère bien que les films dont on va parler ce soir sauront aussi aller un peu dans ce sens-là qui me rend le cinéma si cher. Oh, merci Queen pour nous parler de ces films qui m'étaient inconnus personnellement et qu'on a envie de voir du coup maintenant. Et comme cette mission sera chroniquée comme un millefeuille, je propose à Brice de nous lire sa petite chronique sur le Disney, je crois, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Bon, ça attend un peu la récréation à côté. On est parti. Donc j'ai choisi de parler
de la représentation sexuelle dans les films de Walt Disney, en s'accent essentiellement dans les films d'animation en fait. Donc pour parler sexualité et Disney, c'est commencer un peu par Blanche-Neige. Alors qu'est-ce que c'est Blanche-Neige? C'est le sexe, ce n'est pas pour les filles. Parce qu'est-ce qu'elle fait Blanche-Neige? Elle fuit l'austérité maternelle et la privation de désir. Elle joue avec le chasseur qui, bien sympa, s'interdit de toucher à sa virginité, préférant sans doute être punie par la reine. Elle s'enfonce dans la forêt et y laisse quelques gouttes de sang pour enfin s'enfermer avec 7 hommes, mais 7 nains, donc atrophiés du gland et de virilité, qui ne peuvent la toucher. Reste donc la pomme, le fruit défendu, la sexualité enfin, le comeback de Ève descendue d'Éden, délivré par une sorcière, une vilaine femme qui a tout compris et s'en est peut-être un peu trop nourrie. Et là, Pépin, bam, dodo. Parce que de quoi a besoin une fille pour s'éveiller au cul, à la vie et à elle-même? D'un prince qui saura la prendre sur son cheval blanc et lui montrer la route vers un autre château que celui de papa, où elle pourra gentiment rester enfermée. Cela dit, entre Blanche-Neige et la Belle au bois dormant, Disney a le mérite de presque se rapprocher de Lars von Trier et de nous montrer deux princes qui font la nécrophilie. On passe vite fait sur Cendrillon et la Belle au bois dormant qui nous refont le coup de Lacan et Hitchcock dans Rebecca ou de Fritz Lang et Le secret derrière la porte. Si la Belle au bois dormant se tape un gros dodo à cause de règles douloureuses, Cendrillon, comme les héroïnes des femelles gothiques, se voit enfermée dans un grenier, CF l'inconscient et la frustration sexuelle, dont seule l'insertion d'une clé, oui un pénis, dans la serrure, soit vagin, pourra la libérer. On passera aussi sur l'image de la chaussure et du petit pied comme autre symbole du sexe féminin dont l'étroitesse fait le plaisir de la virilité démesurée de l'homme. En même temps, quand on voit Pinocchio et son nez, qui s'allonge dès qu'il y pense, on se rappelle bien qu'il ne suffit pas de l'avoir longue pour savoir la manier. Bon, parce que les princesses, c'est sympa, mais que sont les hommes chez Disney? Alors, petit panel. Aladdin, frotte-moi la lampe, que je te fasse un tour de magie. Jafar, un bout de voilage et il se fait dessus avant d'essayer de compenser en faisant tout en plus gros que les autres. Frollo, tellement piégé dans sa frustration qu'un incendie se déclenche dès qu'il fait un pas. John Smith de Pocahontas et Phébus venu tirer un coup colonisateur avant de retourner à leur vie. Et Cusco, tellement obsédé par lui-même et tout par lui-même, qu'il en oublie complètement et devient incapable de toucher quelqu'un d'autre. Les couples hétéros, ok, mais que fait Disney pour les autres? Bon, pas grand-chose, mais cherchons un peu quand même. Le livre de la jungle. Petit, j'étais persuadé que Bagheera était une femme, tant Baloo et Bagheera semblaient être les parents adoptifs pour Mowgli. Bon, soit, c'est ce qu'ils sont. Et pourtant, Bagheera est une représentation masculine s'il en est. Dans Cusco, attention, le fils de Pancha rêve de son père roulant une grosse pelle à un lama pendant que cela arrive. On en parle? Bon. Alors certes, le baiser arrive pendant que Cusco est en lama, et il n'apprécie pas d'être touché, mais bon ça, peu importe par qui. Mais la scène au moins s'assume. Tout comme dans La Petite Sirène, Ursula proclame que de son temps, on savait s'amuser au palais. La pieuvre est le personnage, ou l'un de ceux, si l'on compte aussi Peggy la chienne de La Belle et le Clochard, qui soit le plus sexualisé dans l'univers Disney. Est-ce que cela tient au fait qu'elle ait été dessinée selon Divine, actrice trans de John Waters? Question. Ursula érige le sexe comme... Ursula érige le sexe comme premier et seul moyen pour une femme de se défendre face aux hommes. Elle est la courtisane, la prostituée répudiée, la femme gênante que l'on veut faire taire et ranger au placard. Opposante donc parfaite à la jeune fille qui veut quitter l'enfermement de son enfance et parcourir le monde pour découvrir son corps. Autant les premières princesses Disney étaient de vrais narcoleptiques, jamais à l'abri du sommeil, qui offraient leur corps et leur vie à leur prince, autant les nouvelles cherchent à se réapproprier ce corps et l'usage qu'elles peuvent en faire. On arrive donc à Mérida, rebelle, qui entre en compétition pour s'affranchir des valeurs archaïques de l'époque de sa mère, refuser le mariage et décider par elle-même de ce qu'elle doit être la vie.
Réponse aussi doit s'opposer à son éducation tradie et transforme les objets imposés par le patriarcat aux femmes pour en faire des armes de combat, et donc la poêle à frire. Mulan, qui est peut-être celui sur lequel personnellement suis le plus mitigé. Mais bon, prend l'apparence d'un homme pour sauver sa famille et s'affranchir de ce que l'on attend d'elle, et donc le mariage. On peut regretter qu'elle ne puisse le faire et s'extraire de sa condition qu'en portant le masque d'un homme, et que la relation avec Shang ne puisse se concrétiser que lorsqu'elle redevient enfin une femme. Quant à la Reine des Neiges, beaucoup déploraient parce que sa libération s'exécute par le port d'une robe fondue à la Céline Dion, ok. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas la même chose qu'autant acclame chez Madonna, montrer son corps, le sexualiser pour dire enfin « c'est le mien, j'en dispose comme je veux ». Elsa n'achève pas son combat, elle l'ouvre. Face aux autres œuvres Disney, elle nous dit « on a grandi ensemble, notre éducation n'est pas terminée, mais engageons la lutte ». Anna, la petite sœur, est cette incarnation de la tradition Disney face à la volonté d'émancipation de sa sœur Elsa. Et pourtant, elle se casse la gueule tout le film. Le mec avec qui Anna chante la chanson d'amour typique du Disney en début de film s'avère être un gros connard. Et celui avec qui elle se met à la fin tient plus du prolo que du prince charmant. Disney accepte enfin l'idée que le premier amour n'est pas nécessairement éternel. Quant à Elsa, son combat, c'est le soi et comment le libérer de ses entraves et de celles qu'on nous oppose. Ni hétéro ni lesbienne, elle tient plus du personnage asexué qui s'affirme en tant que tel et par choix. Et pourquoi pas ? Les représentations sexuelles au cinéma ne doivent pas se borner à la simple variante hétéro-homo. Il y a bien d'autres mondes entre, alors parlons-en. Merci Poupoupidou pour cette analyse sémiotico-psychologique des films Disney. Alors je proposais qu'on fasse maintenant un petit tour en fait des films qui nous ont un peu marqués, parce que moi je me rends compte que on a quand même souvent ce point commun entre queer ou entre gens comme ça, quoi. C'est qu'on a un rapport assez spécial au cinéma, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a marqué, qui nous plaît beaucoup et qui a été source de beaucoup de représentations qu'on a pu avoir. Donc ouais, j'aimerais que si vous avez un ou deux films qui vous ont vraiment marqué dans votre identité, ou même pas, qui vous ont vraiment marqué dans votre vie, ça serait un peu intéressant. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire. Socrata. Ouais. Eh bien, je pense que c'est un film que j'ai vu de manière un peu étrange. Donc j'avais 16-17 ans, à la maison. Tu sais, le lendemain, il y a le lycée et tout. T'as pas envie d'aller te coucher, t'as pas envie de te lever le lendemain matin. Et donc du coup, pendant que papa et maman sont couchés et que le petit frère est couché... Je fais des guillemets avec les doigts. Oui. Moi je vais allumer la télé, puis je me dis comme je suis un peu tu vois, un jeune garçon cultivé, je vais allumer Arte. Et la première image qui me vient, c'est une bite en noir et blanc. J'ouvre la télé, il y a une bite en noir et blanc comme ça qui se cogne contre un mur, je sais pas trop pourquoi. Et en fait le film est muet. Il dure une 20aine de minutes et c'est un film de Jean Genet. Ça, je le découvre qu'à la fin, où le nom de Jean Genet apparaît. À la fin de ce film, il y a des inscriptions. Il n'y a pas le nom des acteurs, il n'y a pas le nom du producteur, il n'y a rien d'autre que celui de Jean Genet, et des inscriptions sur un mur qui sont des graffitis gravés sur un mur d'une cellule dans une prison. Où pendant 20 minutes, c'était l'érotisme et les fantasmes de deux hommes incarcérés qui se déployaient dans le film en images et en musique. Et sur ces inscriptions sur le mur, c'est des graffitis que les détenus avaient l'habitude de graver. Jean Genet avait fréquenté les maisons d'arrêt pendant sa jeunesse, et c'était des graffitis qui relevaient assez souvent. Et donc dont un des graffitis c'était MAV, qui veut dire mort aux vaches, et l'autre c'était BAAD,
M, c'est-à-dire... je vais essayer de... Non, je vais pas le retrouver. C'était Bonjour aux amis du malheur. Et il y a comme ça toute une érotique qui se dégageait entre des sortes de masculinité un peu convenue, de virilité convenue en prison, qui tranchait radicalement avec une sorte d'onirisme et de sensualité et de tendresse qui existait entre deux détenus qui ne pouvaient pas se voir. Et la seule manière qu'ils avaient de communiquer entre eux, c'est le mur qui était concomitant à leur propre cellule. Et il y en a un qui glissait dans le mur, une toute petite paille, qui lui permettait de traverser le mur. Et à l'intérieur de cette paille, il fumait et il soufflait la fumée de la cigarette pour envoyer la fumée de cigarette à son co-détenu de la cellule d'à côté. Voilà. Et ça, c'était, je pense, en termes de représentation de sexualité et de l'homosexualité, le truc qui m'a fait un peu vriller. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, ton homosexualité, ok, elle est là, elle est inhérente à toi, tu as l'impression de la subir, tu as l'impression que c'est quelque chose qui se plaque sur toi, et en fait, non, c'est quelque chose que tu peux retourner, c'est quelque chose que tu peux façonner et un peu en faire un vrai geste de liberté, quoi. Et voilà, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce film-là. Bon, ça c'est drôle que tu parles de cette scène parce que moi, je l'ai vue ce matin. Non. Si. Mais j'ai pas regardé Un chant d'amour de Jean Genet. J'ai regardé Images de prison de Haroun Farroukhi. Et il y a précisément cette scène qui est citée de Jean Genet d'un chant d'amour en silence. Alors qu'on sait qu'il y a des versions musicales quand même de Un chant d'amour avec de la musique tout le long du film. Et la scène sert à convertir les images de caméras de surveillance qui sont prises dans les prisons américaines. Et convertir au sens de révéler le point de vue des gardiens en mettant les images de Jean Genet à côté. C'est-à-dire que Jean Genet, définitivement, il fait des images du point de vue des détenus. Et ces images, elles sont très sensuelles. On voit effectivement la fumée de ce partage de taf entre deux cellules. Et tout à coup, on revient au parloir et on se dit, OK, on est avec eux, on est avec les détenus et surtout pas avec les gens qui sont en train de les surveiller. Donc cette scène, elle a marqué Socrata, mais aussi Haroun Farroukhi et j'imagine plein d'autres gens. Et voilà, et donc moi aussi je l'ai vu ce matin. Waouh, il se passe des trucs. Moi c'était il y a 12 ans. Quand on imagine Socrata, t'étais au lycée, c'est ça? Oui. Oh. Ça, j'en voulais plein de choses. Ouais. C'était plus pareil après les toilettes au lycée. Les parois, tout ça. Les glorioles. Mais moi, je vais vous parler de moi. Non, mais voilà, le premier film que j'ai vu, que je suis allé voir tout seul au cinéma, je pense que j'avais 14 ou 15 ans, enfin j'étais en seconde. C'était Kaboom de Greg Araki. Alors, je peux vous dire que c'était un sacré choc. Alors, ça montrait pas la réalité, mais c'était encore mieux que la réalité, quoi. mais ouais, moi, c'était la première fois que j'avais une représentation de quelque chose. Comment dire? J'avais eu des représentations, mais là, c'était une représentation séduisante, en fait. Enfin, c'était une représentation... en fait, ça avait l'air trop cool d'être un gros PD, quoi. De prendre de la drogue et d'être un gros déglingo. Enfin, ça avait l'air d'être génial, quoi. Et que c'est... Oui, voilà. Non, mais voilà. C'est la fin du monde. Et ben, ils sont tous hyper beaux, les acteurs, comme d'hab. Ça, c'est un peu chiant, même, presque. Mais à cette époque-là, je fricotais avec un mec... Et il y a que lui qui savait pas qu'il était PD. Et on avait essayé de faire des trucs et puis ça s'est pas bien passé. Il m'a dit la vie c'est pas comme dans Kaboom. Voilà. Et là j'ai compris que la vie c'était pas comme dans Kaboom, mais ça devrait être comme dans Kaboom et ça devrait être la fin du monde bientôt, quoi. Voilà. Merci. Qui d'autre? Et merci pour rebondir après ça, c'est pratique. La vie, ça serait plutôt comment? Ça serait plutôt comme Short Bus alors? Ah ouais, c'est bien aussi, ouais. La fin de Short Bus. Genre la chanson. Attends, tu me on spoil, mais je m'en souviens plus, c'était comment déjà?
C'était bien. Et à la fin, en fait, il n'y a pas vraiment une histoire. Enfin, tu vois, c'est pas un David Fincher, mais il y a, tu vois, il se passe des trucs et à la fin, ils chantent une chanson, quoi. Mais ah oui, c'est vrai. Tous ensemble, tu vois, genre. Oui, la grande scène, oui. Ouais. Et là, t'es content, en fait. Et j'étais trop défoncé le jour où je l'ai vu. Non, dites non à la drogue, hein. Vous avez d'autres films auxquels vous pensez ou Oui. Alors, ici Pedro. Oui, salut Pedro encore. Alors moi, je voudrais vous parler du dernier film que j'ai vu ici à Bordeaux, à l'Utopia, qui m'a beaucoup touchée. C'est un film qui s'appelle I Am Not a Witch. Je ne suis pas une sorcière. Alors j'ai noté le nom de la réalisatrice. Elle s'appelle Rungano Nioni. Oui, c'est ça. C'est ce que dit Google. C'est ce que dit Google. Je viens de vérifier. Et en fait, alors c'est pas du tout, par rapport à ce qu'on discute, c'est pas du tout un film sur la sexualité ou le corps. C'est une histoire racontée comme un conte où ça se passe en Zambie en fait. Et t'as une petite fille qui est orpheline. Elle habite dans son village et le film commence au moment où elle se fait accuser par tous les villageois d'être une sorcière. Et à partir de là, en fait, elle a deux choix qui s'imposent à elle. Soit elle assume le fait de devenir une sorcière, ce qui veut dire... ou soit elle assume d'être une sorcière, soit elle décide de se transformer en chèvre. Et à partir de là, puisqu'elle a trop peur d'être une chèvre, elle va d'abord décider d'incarner une sorcière. Et très vite, elle va se rendre compte en fait qu'être une sorcière, ça ressemble beaucoup à une condition d'esclave. En fait, elle se retrouve la seule chose qui est bien, c'est qu'elle se retrouve avec une communauté de femmes qui doivent travailler dans les champs du matin au soir, qui doivent se déguiser pour faire des procès de sorcellerie et régler des conflits internes au village. Et elle va essayer de se mettre un peu au rôle. Et petit à petit, en fait, elle va commencer à se rendre compte que elle n'est pas une sorcière. Et bon, je vais pas raconter toute l'histoire, mais la raison pour laquelle ce film m'a beaucoup marqué, c'est que en fait, c'est une histoire assez sensible de ce que moi j'appellerais le dépassement. Cette espèce de rupture qui est forcément violente, en fait, et qui ne vient pas comme une évidence, quoi. C'est ça qui est chouette dans cette histoire, c'est que cette petite fille, elle n'est pas une héroïne en soi, elle n'est pas forcément, je sais pas, genre courageuse ou quelqu'un de sûr d'elle-même. Au contraire, on la voit comme quelqu'un de plutôt réservé. Elle doute énormément, elle est timide et en fait, petit à petit, ce que cette histoire raconte, c'est de quoi nous avons besoin pour sortir de notre cage. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire par ça. C'est très beau, je vous le conseille. Il était en salle il y a quelques mois. Je pense que maintenant, ça peut se trouver en DVD ou en téléchargement. I Am Not a Witch. C'est noté. Vous pensez à autre chose? Peut-être un dernier voire deux derniers même. Moi, je sais pas. Alors, à la différence de Socrata tout à l'heure, un film pareil que j'ai vu au lycée, c'est pas le premier film dans lequel j'ai vu la représentation homosexuelle, mais qui m'a marqué, c'est L'Inconnu du Nord Express de Alfred Hitchcock. Parce que bon, comme beaucoup de monde, je suis un grand fan d'Hitchcock, et donc j'ai regardé pas mal de ses films. Et devant ce film-là en particulier, ça peut marcher assez bien aussi avec Rebecca, pour le coup. M'être dit, waouh, le film est génial. Enfin, ce film reste à l'heure actuelle un de mes films préférés. Et me dire, mais c'est cool, il y a une représentation d'homosexuels à l'époque, dans les années 40-50, au cinéma. Mais que lui arrive-t-il? En fait, que se passe-t-il pour les homos dans les films d'Hitchcock? Que ce soit effectivement Rebecca, L'Inconnu du Nord Express, voire même La Corde. Ça finit mal, ouais. C'est des méchants, ouais. C'est tous des méchants. Et bon, je vais complètement spoiler la fin. Je suis désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, ça vous gâchera pas forcément le film. Le méchant PD, à la fin, il meurt. Il finit sous un carrousel.
Et en fait, on lui fait la peau pour que l'hétérosexualité soit rétablie, restaurée, pour que le couple que forment les deux acteurs principaux s'en sortent à la fin. Et quelque part, ça m'a dérangé et en même temps fasciné aussi. Comment une mise en scène aussi parfaite peut amener à un propos aussi négatif et en même temps se dire qu'à l'époque, c'est déjà une représentation, que déjà on met les gays quelque part. Et c'est la même chose dans Rebecca, le film où la personne qui s'appelle Rebecca est complètement absente, mais celle qu'on retient, ça va être la méchante Madame Danvers, que les gens confondent souvent, pensent que c'est elle, Rebecca, et pareil, qui est une vilaine lesbienne et qui à la fin va mourir dans les flammes pour rétablir le fait de ce qu'elle a été et la punir. Et ce qui est très marrant, c'est que, enfin marrant, entre guillemets, si l'on est, c'est que le bouquin dont est tiré L'inconnu du Nord Express a été écrit par une femme, Patricia Highsmith. Le bouquin est horrible, hein. Enfin, j'ai essayé de le lire, c'est affreux, c'est vraiment un roman de gare. Mais n'empêche, c'est aussi elle qui a écrit Carole. Qui a fait un autre roman qui s'appelle Carole et qui aujourd'hui, enfin il y a quelques temps, a donné le film de Todd Haynes et du coup une autre représentation de l'homosexualité. Et donc ce qui est aussi marrant de voir, c'est comment d'une époque à une autre, selon ce que l'on veut faire dire à l'ouvrage aussi, on s'en sert pour émettre des représentations différentes. Et cela dit, L'inconnu du Nord Express, je le conseille, c'est vraiment un très grand film, mais effectivement on a du mal parfois à se retrouver à l'intérieur. Yes, merci. Ouais. Moi, j'avais Bien un sûr. film. Ouais, allez-y. Hein. J'avais un film que j'avais envie d'évoquer ce soir. C'est un film d'Émilie Jouvet qui s'appelle Too Much Pussy, mais plus particulièrement. J'ai pris ma boucle d'oreille dans le casque, mais tout va bien. Du coup, c'est un film qui s'appelle Too Much Pussy, mais en fait, c'est même l'autre film dont j'ai envie de parler qui s'appelle Too Much More Pussy, qui est la version plus pornographique du premier, qui est en fait un film donc d'une réalisatrice queer qui s'appelle donc Émilie Jouvet, qui a réalisé un des premiers films pornographiques queer en France. Et j'avais envie de parler de ce film parce que pour moi, il a changé un peu beaucoup de choses dans ma vision de la vie et du queer, ces choses-là. Et parce qu'en fait, voilà, ce film, c'est l'histoire, c'est un documentaire en fait sur une bande de meufs en fait qui sont parties faire une tournée à travers l'Europe. Et en fait, c'est une tournée donc avec un espèce de show où il y a plusieurs donc performances, et c'est des performances plutôt post-porn, body positive et tout ce genre de choses. Et ce qui est hyper cool avec ce film, c'est que pour la première fois, quand j'ai terminé de le regarder, honnêtement, j'ai un peu sauté partout dans ma chambre, sur mon lit, j'étais un peu ultra contente parce que on montrait enfin des meufs avec une liberté complète de leur corps, qui assumaient entièrement leur sexualité, etc. Et d'une manière hyper positive, et ça faisait du bien. Et on montrait notamment une performance de Jodie Minx qui en fait a un peu une performance où elle a un rôle de bébé. En gros, elle reprend un peu ces codes-là, où elle urine un peu partout comme ça, et notamment sur le public. Et c'est assez jouissif de voir ça. Et en fait, j'en parle parce que si jamais vous l'avez pas vu, je pense qu'il mérite d'être regardé et d'être apprécié. Et puis c'est aussi un peu comme ça que j'ai pu parler de tout ça à mes parents en faisant un petit dossier là-dessus que j'ai fait lire à mon père, il était ravi. Et du coup voilà, j'avais envie de l'évoquer pour donner envie de le voir si jamais ça vous tente. Merci. Oui, El Diablo. Oui, en fait, c'est drôle que tu mentionnes un film pornographique. Je pense que pour les lesbiennes, en fait, c'est toujours plus dans ce type de film qu'on trouve des représentations plutôt, je sais pas, qui sont plus proches de notre vie, en fait, que dans les films comme, je sais pas,
plus vrais que dans les films de fiction, des trucs qui sont faits souvent par des mecs et tout. Bon, je pense qu'il y a pardon, il y a un film qui m'a marqué beaucoup aussi, qui est pornographique, et je pense que oui, que c'est pas par hasard. C'était un court-métrage d'une compilation de porno queer, en fait, qui s'appelle Dirty Diaries. Et c'est fait par Marit Osberg. C'est une réalisatrice suédoise, si je ne me trompe pas. Suédoise. Et bon, les films, ces courts-métrages, c'est le final, les courts-métrages de la fin, je ne sais pas comment dire. Quelqu'un? Oui. Et c'est... Ah. Désolée. Pas de souci. Ouais. C'est une petite histoire de personnes plutôt non-binaires, je crois. Mais ça reste dans les terrains lesbiennes, d'une façon comme subtile, je ne sais pas comment dire. Mais en fait, ça m'a marqué beaucoup parce que c'est à cette époque où j'ai vu les films, j'étais comme en train de bon, j'aime pas les mots déconstruire, mais ne te censure pas, vas-y. Mais oui, de voir les choses différemment parce que les lesbiennes, les femmes désolée, j'ai des troubles avec les mots en français. Non, mais je veux dire, c'est une petite histoire où il y a cette déconstruction totale de la pénétration qui s'est fait par un pénis et qui s'est fait entre, un homme et une femme, et qui s'est fait pour le plaisir de l'homme. C'est pas. Bon, je ne vais pas parler je ne vais pas vous spoiler le film, mais, si vous voulez, mais il y a des symboles, en fait, encore, en plus, pardon. C'est en plus, c'est ce que je veux dire. Il y a des symboles en plus par rapport à les figures d'autorité. Parce qu'en fait, une des personnes non binaires est habillée comme un flic, en fait. Et bon, il y a des symboles comme comment on dit ça, le matraque. Bon, vous pouvez s'imaginer quelque chose si je vous dis ça, mais et aussi oui, ça m'a fait beaucoup questionner. Bon, c'est ça que j'étais déjà en train de questionner par rapport à notre pénétration, oui, comme quelque chose avec le pénis entre hommes et femmes, et aussi avec un vagin et tout. Donc, bon, je vous recommande beaucoup que vous voyez ce film. C'est un peu difficile de trouver, mais si vous le trouvez, comment il s'appelle? Dirty Diaries. Bon, c'est la compilation. Okay. Dirty Diaries, okay. Comme oui, Dirty. Des journaux sales. Yes. Et ces derniers courts-métrages dont je parle, c'est le dernier. Okay. Ce court-métrage. Ouais. Ok, il y a plein d'idées films. Il y a Gigi qui nous... Oui, je voulais quand même revenir parce qu'on n'était pas assez nombreuses et nombreux, mine de rien, à l'Utopia. Je ne sais pas ce que vous avez fait, les loulous, mais vous n'étiez pas là. Ou alors trop peu présente. Call Me By Your Name, mine de rien, ce film parle très bien et représente très bien la passion de la jeunesse. Alors Socrata, tu nous as parlé du lycée, Poupoupidou aussi de très jeune, mais moi je veux revenir sur le présent de suite et finalement
Oui, c'est un film qui fait du bien parce qu'on, moi personnellement, il me fait comprendre qu'on peut tomber amoureux, et puis que ce n'est pas grave en fait, que le temps passe, que le temps va faire les choses, et qu'il faut justement prendre le temps de s'arrêter là-dessus. Et je l'ai revu d'ailleurs aujourd'hui pour la deuxième fois. C'est pas que je suis le plus grand fan, mais étant donné que j'avais lu d'abord le livre. Ah ouais, pire que les ch'tis, quoi. Ah non, mais attends, j'ai envie de te dire, les ch'tis, bienvenue, ou la famille ch'ti? Non, parce que maintenant on a les deux, quoi. Hein. Fais gaffe. Hein. Bref, on va pas en parler. La bonne référence, Lolo. Mais ce livre d'André Aciman est excellent parce qu'il nous fait sentir, la fragilité des choses qui nous entourent, et puis aussi la beauté. Il nous montre que sur un laps de temps très, très court, eh bien, on peut ressentir, on peut voir, et puis surtout tomber amoureux. Et je pense que c'est pas simplement un film pour les homosexuels hommes, mais c'est pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai envie de le dire, parce que la passion, on la connaît tous, quoi, finalement. Et aujourd'hui, quand je l'ai revu, j'avais toujours un peu de colère par rapport à une histoire que j'ai pu connaître, colère ou disons tristesse. Et si la tristesse ne s'en va pas complètement, je comprends ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre soin de l'autre aussi dans la rupture, dans la fin, et surtout dans en fait, disons. S'arrêter et prendre le temps de vivre cette tristesse-là, parce que ouais, c'est un peu con de le dire, mais on n'a qu'une vie, notre cœur s'use très vite, et puis nos corps vieillissent. Je vois à côté de moi Josie qui fait des signes de peace and love. Oui, ma chronique est peace and love, Josie, je le dis. Mais il faut, parce que c'est beau, merde, quoi. Et j'ai lu des tweets, parce que je suis ultra connecté, qui disaient c'est quand même un peu dérangeant. C'est un peu dérangeant ce film, ce truc un peu chrétien, genre je touche la nouille de l'autre et puis je vais me laver dans l'eau. Mais non, c'est pas le propos du film en fait. C'est pas ça. C'est je me touche la nouille et je découvre la nouille jusqu'au bout. Ne spoil pas après. Hein. Oui, enfin, on sait où on met les pieds. Mais ouais, allez-y voir Call Me By Your Name. Vous avez de la légèreté, vous avez pas que ça en fait. Vous avez la beauté de l'instant, je pense. Vous avez l'arrêt sur image et l'arrêt de l'émotion. Oui, c'est beau. L'arrêt. Mais oui, vous avez la pause en fait. On prend le temps. Tu l'as vu, Scrota? Oui, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu ici? Non, parce que je suis le seul. Non, mais faut y aller. Merde, ne serait-ce que je pense que c'est le film idéal pour y amener les gens qui se croient encore hétérosexuels. C'est une très bonne épreuve de passage pour passer. Genre ma mère. Ouais. Je suis pas nécessairement Bisous, maman. avec ça. De quoi? Avec ce que vient de dire Socrate, pour les gens qui se croient encore hétérosexuels. Effectivement, on peut le voir. On peut voir quelque chose comme ça à travers le personnage d'Oliver. Mais c'est un film qui tend plus à parler effectivement d'amour que d'une sexualité en particulier. Après, alors, c'est un peu compliqué d'en parler. Il vient juste de sortir au cinéma. On n'a pas envie de foutre le film en l'air pour tous ceux qui ne l'ont pas vu encore. Mais je pense pas que ça soit une histoire de se cacher. Enfin, pas vraiment. Non, pas de se cacher. Hein? De s'abandonner. Ouais, on est plus dans l'abandon, mais dans l'abandon de soi vis-à-vis de l'autre aussi. Enfin, le titre du film, pour ça, est très évocateur aussi. C'est se perdre dans l'autre. C'est se confondre dans l'autre aussi. C'est vivre la passion jusqu'au bout. Alors après, il y a des choses dans leur vie qui font que l'un ou l'autre peuvent renoncer. Et c'est même pas tant une question de renonciation, mais peuvent partir loin de... Non plus, je verrai pas de l'oubli. C'est juste que cette histoire... Enfin, l'histoire du film est centrée sur Elio, en fait. Donc, on va Timothée Chalamet, oui. Oui, sur Elio. On va donc suivre son point de vue. Tout est placé, mais comme dans le livre, selon son point de vue. Et Oliver est en enfin, ou plutôt Elio est en intermède dans la vie d'Oliver à ce moment-là du film. Après, il y a aussi une grosse barrière entre le livre et le film. Est-ce que l'auteur du livre a voulu faire et est-ce que l'auteur du film a voulu en faire aussi?
Alors, excusez-moi, moi je vois le temps qui file. Oui. Et c'est une discussion qui commençait, qui était très intéressante, mais j'aime bien quand ça déborde. Mais des fois, il faut dire stop. Comme dans une pêche. Ouais. Et du coup, on va s'écouter une petite chanson. Elle a tout cassé, Lolo. C'est quoi la chanson? Attends. Mais qu'est-ce qu'on va écouter? Attendez. On écoute quoi? On va écouter On boit quoi? On arrive quand? On arrive bientôt? On va écouter Dirt. Maman, on est bientôt arrivé. De Tobacco. Le ministère est en train de faire de la propagande pour la perversion sexuelle dès les plus jeunes âges. Population à risque. Population à risque.
Nous sommes de retour. Je prends momentanément les commandes de l'émission. Donc c'est Socrate qui vous parle. Et avant toute chose, Gigi, tu as quelque chose à nous dire ? Oui, un petit droit de réponse, Anal Wintour. Je ne veux pas que toucher la nouille de Timothée. Ok, merci. Et donc, on enchaîne avec un blind test. Donc l'idée, c'est il y a une sélection de morceaux qui font partie des BO de certains films. L'idée, c'est de reconnaître, d'imaginer dans quel film ça a été la musique est apparue. Donc on va commencer. Anal Wintour, tu peux aussi jouer avec nous, tu peux nous envoyer des textos, tu peux m'en envoyer un, j'ai mon téléphone juste en dessous de moi, en dessous. Tu peux y jouer. Donc voilà, et si petit à petit les gens ne trouvent pas, je vais essayer de donner des indices. Donc premier morceau. Écoutez bien. Ça commence avec un extrait du film et après il y a le morceau. U-G-L-Y, she ain't got no alibi, she's ugly. Her mom says she's ugly. Cut it out. C'est pas Dawson. Merci. Est-ce que c'est dommage en fait? C'est un film lesbien. Ouais, moi j'ai un indice parce que je parle bien anglais. J'ai compris juste avant qu'elle disait mais elle est trop moche, she's ugly. Alors si ça vous dit quelque chose dans la version française. Ouais, c'est de 1995. En noir et blanc. Non. Gazon maudit. Oh non, merci. J'ai bien essayé, mais c'était pas tout à fait ça. Non, c'est un film qui s'appelle Go Fish. Ouais. C'est un film assez marrant, très porté sur la drague entre nanas et qui est assez beau là-dessus et assez dur à trouver en fait. Je pense qu'il a pas beaucoup été vu. Donc c'est Go Fish, il a été réalisé par Rose Troche en 1995 et c'est les chassés croisés amoureux de 5 femmes entre elles. Bon voilà, vous avez été nuls, on continue. Pourtant je l'avais vu. Chanson suivante. C'est bien plus connu. Le film est plus connu. Oh les nuls. Ça va, ouais. Film de 1994. Qui a son téléphone à côté de lui pour googler? Attends, je Shazam. Mais ça c'est pas un truc où il y a un striptease? Ah. Attends, je sais. Tu fais que danser bizarrement. Il y a toujours une personne comme ça dans la soirée. Tu es en train de bizarrement... Qu'est-ce que tu fais? Mais en tout cas, le geste était bon, tu vois, une sorte de shake. Je me remémore à travers le corps. Le nom de la chanson, c'est Shake Your Groove Sing de Peaches and Herb. Un film australien. Road movie australien. C'est quoi la première lettre du film? Non mais ça va, aide-nous. Motus. Un P. Un P? Oui. Ah mais oui, c'est ça. Lolo. Ok, c'était Priscilla, folle du désert, merci. Bravo le bleu. Un autre morceau. Ça c'est un film assez récent. Très récent. Sorti l'année dernière. Allez les cinéphiles, vous pouvez nous appeler. Les Oscars. Voilà la langue.
Non, c'est pas La La Land. Moonlight, carrément. 1 point for Poupidou. C'était donc Moonlight, sorti en 2016, un film de Barry Jenkins. L'histoire se situe pendant 3 périodes cruciales de la vie de Chiron, un Afro-Américain de Miami qui se bat contre son milieu scolaire et sa famille pour vivre son homosexualité, essayant de s'affirmer tout en demeurant fidèle à lui-même. Voilà, c'était le film oscarisé de l'année dernière qui a fait sensation. On continue. Annelle Wintour, franchement, tu pourrais un peu plus gérer. On continue. Annelle Wintour. Morceau suivant. Je mélange les autres. Mais elle est pas là. On peut envoyer des messages. Écoutez bien. Un film assez planant. Des indices. Un film réalisé par quelqu'un un peu obsédé par la fin du monde. Dans Lolo nous a parlé tout à l'heure. Dolan. Non, pas de... Un film dont Lolo a parlé tout à l'heure. 2004. Avec Claude Nougaro. Kaboom. Non, pas Kaboom, mais t'es sur la bonne piste. Short Bus. Un film de Greg Araki. Voilà, par contre, j'ai content. De 2004. White Rabbit. Mysterious Skin. Mysterious Skin, oui. c'est ça. Pas drôle. Évidemment. Mysterious Skin, réalisé en 2004, c'est l'histoire de Brian qui est persuadé d'avoir été enlevé par des extraterrestres à l'âge de 8 ans alors que quelques heures de sa vie semblent s'être mystérieusement volatilisées. Après son réveil dans la cave de sa maison, son existence change totalement. Il partira à la rencontre de Neil, un jeune homme beau et sauvage qu'il pense être la clé de son énigme. Moi, je peux dire qu'il y a un film en Aquitaine qui a été réalisé sur le même scénario, et pourtant c'est un documentaire. En gros, pendant l'histoire s'évanouit dans la tête de 2 jeunes garçons, et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, ils se sont fait plus ou moins abuser par leur entraîneur de sport. Sauf que c'était une véritable histoire, et ça se passe en France, et ça s'appelle L'Innocence d'Adrien Charmeau. C'est un très beau film documentaire. Et Socrates, cela dit, Anna Wintour m'envoie un message pour te dire de regarder ton téléphone portable plutôt que de l'appeler. Voilà. Oui, bon, je peux pas être partout. Ah, J'ai pas senti les vibrations de mon téléphone. C'est le jeu. Ok. Ah oui, putain, il a donné toutes les réponses. Voilà. Ok, merci Annelle. Pour l'instant, t'as tout bon. On continue avec un autre morceau alors. Une chanson latine qui est passée en fait dans pas mal de films queer LGBT, mais dont cette version-là n'est passée que dans un seul film. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro C'est llorar. un très très grand réalisateur. C'est Almodovar ? Non, c'est pas Almodovar. Mais ça aurait pu. Je vois Lolo qui nous montre Nougaro derrière. Depuis tout à l'heure. Comme si Nougaro parlait espagnol. C'est par le réalisateur de In the Mood for Love, Wong Kar-wai. Wong Kar-wai. Et donc, le film s'appelle Happy Together. Et Coucou Rocoucou Paloma de Thomas Mendes. À ne pas confondre avec la version de Caetano Veloso qui, elle, a été utilisée dans 2 autres films, dont Moonlight, dont nous avons parlé tout à l'heure, et Parle avec elle de Pedro Almodovar. Happy Together, c'est l'histoire de 2 amants, Lai et Oh, qui quittent Hong Kong pour l'Argentine. Leur aventure tourne mal et ils se quittent. Lai retourne à Buenos Aires et travaille comme aboyeur dans un bar de tango pour économiser l'argent de son retour à Hong Kong. Oh réapparaît et s'installe chez Lai. Il trouve du travail dans un restaurant chinois où il rencontre Chang, qui vient de Taïwan, un trio explosif. Morceau suivant. C'est un jardin extraordinaire.
Il y a des canards qui parlent anglais. On l'adore. Ils remuent leur derrière en disant Pedro, ça dit quelque chose. Film français. C'est normal, on l'a vu ensemble. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour. Un film français. Mais moi, Est-ce que c'est Razep? Oui, putain, un peu. Ah, la première bonne elles réponse. s'en vont danser sur le gazon. Alors, Razep, un film de Lionel Soukaz et de Guy Hockenheim, avec un morceau de Charles Trenet. Et alors, écoutez, bon, d'abord je raconte Razep. C'est sur des textes de l'écrivain et philosophe Guy Hockenheim. Ce documentaire est une reconstitution cinématographique de l'histoire gay et lesbienne sur une période d'1 siècle. Ce film militant est tourné à l'automne 79, à l'époque des grands mouvements de libération homosexuelle et pour la reconnaissance de l'homosexualité. Donc Razep signifie pédéraste en verlan. Socrate, on voulait savoir, est-ce que tu nous l'offriras? Oui, je vous offrirai. Je l'offrirai par milliers, par milliers. Et cette chanson, en fait, de Charles Trenet, Un jardin extraordinaire, une des lectures de celle-ci, c'est les dragues au jardin des Tuileries, à Paris, où tous ces volatiles seraient plutôt peut-être les homosexuels de nuit qui s'adonnent à toute pratique sexuelle dans les pissotières ou au milieu des buissons. Prochain morceau. La pianiste? Non. Oui, je vois plus C'est simple. bien, c'est bien un film français. Ah. Lesbien. La vie d'Adèle? Non. Mais toi, la vie d'Adèle? Non, pas du tout. Des indices. Bah, Allez, français Anna lesbien, Wintour, je pense qu'il y a que toi on qui peux pourrait trouver. croire qu'il y a, Je surveille mon je sais pas téléphone. moi, Virginie Despentes dans l'histoire. Non. Un film français qui date de 2007, donc c'est assez récent. La musique est de Parawan. C'est une réalisatrice qui a fait Bande de filles. Ah si, oui. Mais c'est un autre film. Et c'est pas c'est Tom Naissance des Boy. pieuvres. Non, C'est Naissance des pieuvres, exactement. One point for Naissance des Poupidou. pieuvres, c'est l'été quand on a 15 Franchement, ans. on peut me compter un demi-point, j'y étais presque. L'été, quand on a 15 ans, rien à faire si ce n'est regarder le plafond. Elles sont 3, Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires, leur destin se croise et le désir surgit. Si les premières fois sont inoubliables, c'est parce qu'elles n'ont pas de loi. Morceau suivant. Ça ressemble à Goutte d'eau sur pierre brûlante. Each man kills the thing Ah non. he Ah non. Ça c'est Querelle Each man kills the thing he Querelle, loves. exactement. de Rainer Fassbinder. Bravo. Alors, Querelle de Rainer Werner Fassbinder, réalisé en 82. C'est l'histoire qui commence par Le Vengeur, qui est un bateau qui vient d'accoster à Brest. Sur le pont, l'équipage s'affaire aux dernières tâches avant de descendre à terre. Parmi eux, Querelle. Beau marin à l'immense pouvoir de séduction, ne laisse pas insensible son supérieur, le lieutenant Seblon, dans le plus grand bouge de la ville, au milieu de la nébuleuse interlope du port. Querelle retrouve son frère, Robert. D'étranges rapports de haine et d'amour lient les deux hommes. Fascinée par Lisiane, la maîtresse de Robert, Querelle doit cependant se soumettre au désir de Nono. Ouais, j'adore comme on avait raconté l'histoire quand on avait montré ce film au cinéma une fois. On avait présenté Querelle comme un marin assassin qui débarquait à Brest et qui devait se livrer à un jeu de dés avec Lisiane. Et en gros, je me souviens très bien
que Querelle arrivait là dans le bordel et s'il gagnait au jeu de dés, il pouvait coucher avec elle, mais s'il perdait, il pouvait coucher avec Nono. On fait le dernier morceau du blind test. Un film, allez, tout de suite, très récent. C'est une sorte de... La musique apparaît pendant une scène de sodomie mortelle. Joyeux. Vraiment mortel. Ah bah oui. Mortel, voire euthanasiante. Gérontophilia. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Personne ne meurt. C'est un film français. Symbole Batman. Non, ça vous dit rien. Après, ça paraît dans le film, ça paraît dans les journaux, ça fait scandale. Un homme qui couche avec un vieux, le sodomise et il meurt. Saint-Laurent. Non. Ça se voit qu'on n'a pas vu le Restez film. vertical. Oui, restez On vertical. dit merci à Nalvito pour la réponse. Ah, la salope. Ok, restez vertical d'Alain Guéraudy. C'est l'histoire de Léo qui est à la recherche du loup sur un grand cause de Lozère. Lorsqu'il rencontre une bergère, Marie, quelques mois plus tard, ils ont un enfant en proie au baby blues et sans aucune confiance, sans Léo qui s'en va et puis revient sans prévenir. Elle les abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors avec un bébé sur les bras. Ça se complique, mais au fond, il aime bien ça. Et pendant ce temps, ils ne travaillent pas beaucoup. Ils sont peu à peu dans la misère. C'est la déchéance sociale qui le ramène vers les cosses de Lozère et vers le loup. C'est la fin du blind test. Wouh! À toi, Lolo. Merci Socrata. Qui a gagné? Moi. Il n'y a jamais de perdant ou de gagnant. Finalement, est-ce que la vie, ce n'est pas... Non, je... C'était le meilleur moment, tu sais, où tu en places, là où tu meubles. Bravo. Merci, je coupe les micros. Alors pourquoi? Non, mais non. As-tu jamais volé, Antoninus? Non, maître. As-tu jamais menti? Pas si je peux l'éviter. As-tu jamais déshonoré les dieux? Non, maître. Te réfrènes-tu de ces vices par respect des vertus morales? Oui, maître. Manges-tu des huîtres? Lorsque j'en ai, maître. Manges-tu des escargots? Non, maître. Considères-tu que c'est moral de manger des huîtres et immoral de manger des escargots? Non, maître. Bien sûr que non. Tout est une question de goût, n'est-ce pas? Oui, maître. Et le goût n'est pas semblable à l'appétit. Et donc n'a aucun rapport avec la moralité, n'est-ce pas? Cela pourrait sans doute se discuter, maître. Ça suffit. Mes vêtements, Antoninus. Pour satisfaire mes goûts, il me faut des huîtres et des escargots. Regarde, Antoninus. De l'autre côté du fleuve, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Là, mon garçon, c'est Rome. La puissante, la majestueuse. La terrible cité de Rome. Le colosse qui domine le monde du levant au couchant. Nul ne peut résister à Rome. Personne, aucun homme ni aucune nation. Et moins encore,
Un jeune garçon. Et donc on est de retour sur Population à risque. J'ai repris le micro. Je fais des bisous à Socrata qui a été à mon poste. Et donc voilà, on peut dire qu'un Halloween Tour par SMS, et c'est les miracles de la technologie qui a été la gagnante. Enfin, ça me semble vrai. Et Gigi, tu avais un mot à nous transmettre d'Anal, je crois. Oui, alors avec Anal, nous étions d'accord pour vous conseiller un tout petit film dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est un film argentin, si on ne se trompe pas. C'est le film Au premier regard de Daniel Ribeiro, qui est un film fabuleux en fait parce que il vous présente l'homosexualité mais à travers totalement autre chose, parce que c'est pas le thème du film, c'est simplement un garçon aveugle qui tombe amoureux d'un garçon, et c'est un film sur la découverte de l'homosexualité, mais pas par la représentation de l'image, pas par le sexe justement, mais en fait tout simplement par les sensations, les sentiments. Et c'est vraiment un très joli film dans une époque pas très drôle, mais vraiment il fait du bien lui aussi, quoi. Donc on voulait juste vous conseiller ça. Merci Lolo de m'avoir donné la parole malgré l'heure. Ah là là. Merci Gigi. Brésilien. Anal est vraiment très très bonne. Brésilien, c'est bien comme dit l'adage. Je peux faire notre petite recommandation. Allez. C'est un film chilien, ça me fait penser à ça, qui s'appelle Rara, qui parle de vie et comment elle découvre. Bon, en fait, elle a deux mères. Et c'est un film par rapport à l'homoparentalité. C'est bien aussi, si vous voulez voir. Super. Donc, Jala, c'est ça? Non, Rala. Rala. Ok. Rala, avec la Jota. Rala. Voilà, je sais pas parler espagnol. C'est bizarre, ouais. Comment? Bizarre, d'accord. Et Lolo, je crois que tu voulais nous parler de Dolan, c'est ça? Non, attends, je te lance. Oh non, comment tu sais? Mais non, je voulais pas la lire en fait. Mais d'accord, Gigi, si tu m'y forces, en fait, tu vois, allez, vas-y. Cet après-midi, je m'ennuyais, donc j'ai gribouillé une chronique sur une dérive. Voilà. Merci Gigi, tu peux me laisser parler. On fait des dérives sur les choses qu'on aime. Bon, ben alors pas une dérive. Donc j'ai un Mais calmez-vous tous allez, dans Lolo. ce studio là. Allez Lolo, ton prout. Donc moi j'ai écrit une petite chronique sur Xavier Dolan. Donc je vous la lis, c'est presque une lettre en fait. C'est presque. Lettre à Xavier. Tu nous écoutes. Alors, cher Xavier Dolan, je ne t'aime pas et tu ne m'aimes pas. La preuve, tu continues à faire des films. Ou plutôt, car ce n'était pas le fait que tu fasses des films qui me gênent, c'est plutôt la position qu'ils occupent. Au fond, tu es un peu le Kev Adams du cinéma d'auteur. Tu es condamné à jouer éternellement les adolescents. Je dirais même que tu es condamné à jouer les petits PD, celui qui fait baver les Alains de cinéma, qui ont accroché le poster de Laurence Anyways dans leur grand appart haussmannien. J'avais trouvé ton premier film touchant. Ensuite, tu t'es vautré dans le formel. Tu serais un grand réalisateur de pub pour parfum. Tu as un vrai talent pour montrer des corps et des visages qu'on voit tout le temps, dans les magasins H&M. Xavier, je te reconnais au moins quelque chose. C'est de partir de ta position de bourgeois, coupé de tout, dont la vie vide de sens entraîne une volonté névrotique de la remplir avec le beau et avec des petits problèmes de famille. Les pauvres n'ont pas le monopole du drame, évidemment. Ce que je te reproche, c'est justement de ne pas utiliser l'attention et le pouvoir inouï qu'on te confère et que tu as gagné justement en étant PD et prenant des éléments de la culture PD pour changer quoi que ce soit et pour lutter pour quoi que ce soit. Non, non et non, toi, tu nous ponds des drames bourgeois à la suite, en mode blitzkrieg. Quand on commence à radoter à 18 ans, on se pose des questions. Même Woody Allen a eu la décence de faire 3 films différents. Et que l'on ne me parle pas de Mommy et de Laurence Anyway, ces films ne parlent ni de pauvres ni de personnes trans, ils ne parlent que de toi qui fais des belles images en te caressant la bite. Toi qui t'es fait
Beurre sur cette culture et ses souffrances, il n'y a qu'une seule manière de te rattraper. Donne-nous ton argent pour qu'on se paye des vacances. Bisous. Waouh. Voilà. Donc je l'ai pas encore envoyé. Est-ce que vous pensez que je dois l'envoyer? T'es colère ce soir. Non, je suis pas colère, c'est juste. Une réponse. Bah moi, je crois que quand on est aussi énervé, il faut écrire un journal tous les jours. Mais j'en ai un déjà, mais je le fais pas lire. De mes petits cahiers Moleskine, tu sais, ceux qui sont cachés sous mon lit. Ils sont noirs? Oui, ils sont noirs comme la vie. Ah, il y en a des rouges aussi? Bref, néolibéralisme. Tu sais, depuis qu'il y a le numérique, le carnet, ça se vend partout. C'est vrai. Mais là, on va s'écouter une petite chanson encore. On va s'écouter Television Man de Hong Kong Counterfeit. Et je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Si tu voulais pas répondre. Television Man. Breaks for station identification. Television Man. Breaks for station identification. Break. Television Man. Identification. Break. Who is this man on my screen? Television Man is on my screen. Brings the news and talks about the weather. It brings the news and talks about the weather. Lots of useless information. Breaks for station identification. Television Man is on the screen. Television Man is watching me. Television Man. Breaks for station identification. Television Man. Television Man is watching me. Television Man gets quite impressed. Television Man gets quite impressed when he watches me undress. Television Man, you're scaring me. Television Man, you're acting strange. Television Man, you like it too much. Television Man, you're getting obsessed. Break. Television Man. Breaks for station identification. Television Man. Television Man, I don't understand. Television Man, you started dressing strange. Television Man, I'm afraid of you. Your face is white and your lipstick is blue. Porte des talons aiguilles et des mini-jupes. Sors de chez moi avant que j'appelle la police. Break. Television
volé ma culotte et maintenant tu la portes. Salaud dégueulasse, travesti, je pense que je t'aime. Allons à la plage. Break for station identification. Break. Si dans leur forêt, les bonobos préfèrent l'amour à la guerre, à quelques milliers de kilomètres de là, dans la réserve du Masai Mara au Kenya, leurs lointains cousins les babouins ont des mœurs nettement plus agressives. Les babouins sont querelleurs et batailleurs, et chez eux aussi, le sexe peut servir à désamorcer les conflits. Quand un mâle présente son arrière-train à un autre mâle, c'est pour exprimer sa soumission. Le dominé reconnaît ainsi le statut du dominant. Il y a parfois des contacts sexuels entre deux mâles de même rang qui se rencontrent. Par exemple, toucher l'anus ou les testicules de l'autre fait partie des gestes rituels de reconnaissance sociale. Le sexe dérivatif à l'agressivité, simple formule de politesse et surtout ciment des alliances politiques. Lorsque deux mâles veulent se liguer contre un rival, il se développe entre eux une relation plus étroite. Ils s'entraident, se protègent et se sollicitent parfois sexuellement avant un affrontement avec leur adversaire, comme pour réaffirmer leur pacte. Ces associations entre mâles durent parfois des années. Plus la vie sociale est complexe, plus les rapports sexuels jouent un rôle important. Hey, du coup, on vient de s'écouter Television Man de Hong Kong Counterfight et justement un extrait d'un documentaire sur l'homosexualité chez les animaux. Qui nous fait beaucoup rire en fait. Voilà. Ouais. Maintenant, on a le Pedro qui va nous parler justement, qui est allé au carnaval dimanche dernier, au carnaval de Bordeaux, qui aimerait nous en parler, c'est ça ? Oui, alors d'abord pour se mettre un peu en ambiance, on va se chauffer un peu, on va se secouer un peu et on va écouter un morceau que j'ai découvert justement pendant ce carnaval que je connaissais pas. Allez, le zouk. Yo yo. Bad girl position, back shot. Tick tock, tick tock. Calico's audition, wind up. Sap up, sap up. Petit gros pâté ça, whip cap ball. Crick cock, crick cock. Bad girl position, good fuck. Tick tock, tick tock. Ou pas trop à nos geeks, tick bébé. Avalanche, coup de abondant bébé. Ton ex te fait des appels de phare, c'est que pas. Oui monsieur, steak à la patate. Magade, mushroom, oublié. Moi change ta paix, pistage net ma gage, je les samedi. Les ish sont chez mamie, donc tout est permis. Alors, bad girl position, back shot. Tick tock, tick tock. Calico's audition, wind up. Sap up, sap up. Petit gros, c'est ça, whip cap ball. Crick cock, crick cock. Bad girl position, good fuck. Tick tock, tick tock. Alors, on va pas ça là, en red délire là. On a remis du son en arrière. Mon cœur bat vite, je vais tout péter, tu me connais, mon cœur bat vite. Je vais tout péter, tu me connais, mon cœur bat vite. Je vais tout péter, tu me connais, mon cœur bat vite.
Je vais tout péter, tu me connais, mon cœur bat vite. Je vais tout péter, tu me connais, mon cœur bat vite. Je vais tout péter, tu me connais, mon cœur bat vite. Je vais tout péter, tu me connais, mon cœur bat vite. Je vais tout péter, tu me connais. Nobody can put what a ting, ting, ting. 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 Nobody can put what a ting, ting, ting. 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 My blood them no see the miss with them no tricky. Me born with before Ellie start chicky. Me born the highest but some white get bushy. Them fi know me a OG like cushy. None of me skip them and them and them roll like fisher. Me not let go time when me get picture. Not that so to down to the me head up so me need anything. Nobody can put what a ting, ting. What a ting, ting. What a ting, ting. What a ting, ting. Everything is good. Everything is good. Everything is good. Everything is good. Yes. Ok, j'espère que ça vous a mis un peu dans l'ambiance. Alors, moi, je voulais vous faire un petit récit de ce carnaval de Bordeaux qui a eu lieu dimanche. Du coup, en fait, il y avait tout un truc avec ce carnaval version augmentée. C'était comme ça. Tu pouvais télécharger une appli sur ton téléphone et voir des images qui sortaient des déguisements des danseurs. Mais ça m'intéresse moins. En fait, j'y suis allée surtout parce que j'ai appris que derrière l'organisation de ce carnaval, il y avait beaucoup d'associations antillaises de Bordeaux que je croise peu. Et je me suis doutée que ça allait danser fort. Du coup, voilà, je me retrouve toute seule avec un Zoom. Heureusement, c'est mon seul compagnon. Et je commence... Non, le 2. Je commence à m'approcher de ce défilé. En fait, il y a... Attends, on a un problème. Et voilà, du coup, je me retrouve face à un énorme char qui est suivi par 300 personnes qui commencent à être bien. C'est l'après-midi, ça boit pas mal, tout le monde est légèrement vêtu et surtout, tout le monde s'adonne à un style de danse très particulier que moi, en tout cas, j'appelle ça el perreo. Tu peux l'appeler perreo, tu peux l'appeler culeo, tu peux l'appeler sandungueo. C'est un style de danse qui est, je pense, très lié à toute la mode du reggaeton. Peut-être ça a commencé même avant. Et je vous laisse vous plonger un petit peu dans l'ambiance de ce char, quoi, et de la foule.
Ça, c'est ce qu'on vient d'écouter, c'est l'enregistrement que j'ai fait de la batucada qui était présente du coup dimanche à ce carnaval. La batucada, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un style de musique brésilien à la base. C'est un ensemble de percussions. Il y en a des instruments très différents dont je connais absolument pas les noms, mais voilà, on se retrouvait à, je sais pas, peut-être au début il y avait 200 personnes, après petit à petit on a commencé à être moins, autour de voilà cette trentaine de musiciens et de danseurs de batucada. Et on les a suivis en fait depuis la place de Péberlan. On est descendu par une petite rue, puis on a continué rue Sainte-Catherine à danser et à suivre, à s'abandonner un peu au son répétitif cyclique de ces percussions. Et on avait l'impression que on était en train de harceler les musiciens qui étaient assez fatigués. Ça faisait au moins 4 ou 5 heures qu'ils s'arrêtaient pas de jouer et qui savaient plus du tout comment se débarrasser de nous. Et une fois qu'on est arrivé sur le cours Victor Hugo, ils ont fait grève, ils ont arrêté de faire de la musique. Et là, on s'est retrouvés sans musique, mais avec nos propres voix, à chanter quelques slogans, du coup, que j'ai aussi enregistrés et que je vais vous faire écouter. Elle me disait, chérie, voici ton gros lolo, il m'a fait mal, je peux plus supporter. Allez, regarde, tant de fleurs, toujours coquette ta soeur, sous le divan, dans la salle à manger. Allez, coquette maman, elle me disait, chérie, voici ton gros lolo, il m'a fait mal, je peux plus supporter. Regarde, tant de fleurs, toujours coquette. Libérez le caca pour la double pénétration. Libérez le caca pour la double pénétration. On mouille dans la vidée. On mouille dans la vidée. On mouille dans la vidée. On mouille, on mouille, on mouille, on mouille, on jouit dans la vidée. On jouit dans la vidée. On jouit dans la vidée. On jouit, on jouit, on jouit, on jouit, on jouit dans la vidée. On jouit dans la vidée. On jouit dans la vidée. On jouit, on jouit, on jouit, on jouit, on jouit dans la vidée. Ouais, on joue dans la vidée. Laetitia! Wale pololo, Laetitia! Wale manilolo, wale pololo kajou, wale pololo, et Lara! Wale manilou, ou parti pololo kajou, wale pololo, et Lara! Ou parti jibodo, ou parti pololo kajou, wale pololo, et Lara! Ou parti jibodo, ou parti pololo kajou, wale pololo, et Lara! Ou aller jibodo, ou parti pololo kajou, wale pololo. Bon voilà, j'espère que ça vous a donné une petite idée de comment c'était l'ambiance au carnaval. En tout cas, je vous conseille d'y aller l'année prochaine. Et avec les filles, je dis aussi libérez le caca pour la double pénétration. Libérez le caca pour la double pénétration. Merci. Merci Pedro. Super, en fait, moi qui avais une mauvaise image du carnaval à Bordeaux, ça m'a donné envie d'y aller, quoi. Mais oui, carrément. Je me souviens de cette fois où il y avait des espèces de chars avec des ballons et... C'est la Gay Pride. Ah, merde. Et en parlant de Gay Pride, justement, je vais introduire l'horoscope. L'horoscope, c'est à vous. Et oui, il est 22h41 et vous êtes toutes réunies ici pour entendre l'horoscope de la semaine. À toi Josie, on commence par le Bélier. Eh bien, Bélier, n'oublie pas ce que disait Crystal Connors dans Showgirl. Il y aura toujours quelqu'un de plus jeune et de plus affamé derrière toi pour te pousser dans les escaliers. Alors cette semaine, fonce et défonce, mais n'oublie pas de regarder derrière toi. Balance, dans le langage des filles, ça s'appelle un vent, mais fais gaffe, tu vas t'enrhumer parce que le 8 mars, ça va souffler fort. Taureau, notre conseil hebdomadaire nous arrive de la petite sirène et d'Ursula cette semaine. Ne sous-estime surtout pas le langage du corps, bouge-toi quoi.
Scorpion, et en pensant toi, Scorpion, on te donnera le même conseil qu'à bébé, l'homme est un loup pour l'homme, mais surtout pour la femme. Gémeaux, on sait que les fêtes de fin d'année viennent de se finir pour toi, alors retourne au bureau parce que les cerfs-soleil te diraient « Ouais, je vais le décrocher, ce contrat, c'est le barbecue, c'est au barbecue qu'on voit la chipolata. » Pardon. Sagittaire, il n'y a pas qu'à Chantal Goya que s'appliquent ces quelques mots, alors souviens-toi, il vaut mieux être has-been que has never been, sois donc absolument fabuleuse. Cancer, tu seras prêt après ton réveil pour ton gros plan. Norma Desmond dans Sunset Boulevard. Capricorne, à l'approche du 8 mars, toujours le 8 mars, ce fameux 8 mars, mets un peu de graisse dans tes cheveux et suis Rizzo. Allez les roses, à la chasse au mec. Lion, cette semaine, choisis de nous écouter plutôt que ton cœur, excusez-moi pour le bug. Sinon, résultat, tu auras mal aux fesses et à l'âme. Et là, on vous laisse deviner le film. Aïe aïe aïe, Capricorne à l'approche du 8 mars, mets un peu de graisse, mais ça a déjà été dit. Et le verre est vide, resservez-moi. On pense plutôt au Verseau. Verseau, tu seras la Catherine de Merteuil de la semaine et suis ce conseil. Dans le jeu de la séduction, il n'a qu'une seule règle, ne jamais tomber amoureux. Toi-même tu sais. Vierge, écoute la Lolita que tu es malgré toi, oublie le sexe, sinon tu tomberas enceinte et mourras. Ce serait dommage. Poisson, tes astres seront tout humides cette semaine, heureusement que tu as le 5e sens. Tu sauras dire s'il va pleuvoir en touchant tes seins, enfin, ça marche surtout lorsqu'il pleut déjà. Merci, super. C'était vraiment, moi j'ai beaucoup ri. Hein. Mais enfin, pardon, j'ai appris sur mon avenir. Hein. Parce que tu es quel signe ? Moi je suis bélier, donc ça fait que... Ça t'a plu, hein ? Ouais, ça m'a plu. Ouais. Mais après, moi je préférais celui des Sœurs Soleil, mais je sais plus quel signe c'était, mais... Oui. Donc, avant de se quitter, on va faire l'agenda militant, politique, toto, queer... Jingle agenda, du coup. Jingle agenda... agenda... Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine, à part le 8 mars? On en parlera à la fin, ça. Qui commence? Eh bien, je ne sais plus quel jour, le 8 mars, justement. Mais oui. Ouais. À 17h30 au cinéma Utopia, on vous rappelle bien sûr que c'est à la place Camille Jullian de Bordeaux. Il y a la projection du film Vincennes, une université perdue de Virginie Linhart en présence de la réalisatrice, ce qui va ouvrir un débat de la salle autour de mai 68, autour d'une modération de Marie Escorne. Il est très intéressant d'aller voir ce film, surtout quand on sait que l'université Bordeaux-Victoire en ce moment est en train de faire un blocage, on attend encore des nouvelles. Si vous pouviez être davantage ouvertes, les filles, s'il vous plaît. Je parle bien sûr aux gars. L'université de Vincennes qui a été détruite, et il était très, très intéressant dans ce film documentaire de voir justement que la fille de l'anthropologue, donc Virginie Linhart, fait des interviews et les met en scène dans justement ce bois qui a repoussé, hein, ben oui, hein, on est très nature ce soir, juste après la reconstruction de l'université. En fait, c'est le cas de ces interviews, et bon, on va y aller, c'est quand même politique, et ça fait toujours du bien de voir... mais oui, l'heure chérie, de voir des choses qui font entendre bien. À toi chérie. C'était juste pour dire que c'est à 17h30 au cinéma de l'Utopia. Merci. Et j'enchaîne et j'en profite pour dire que le 8 mars, surtout, c'est bien sûr la journée des luttes pour les droits des femmes. Et que si vous allez au cinéma à l'Utopia, vous pouvez enchaîner à 19h30 pour nous rejoindre à la Victoire pour une marche en mixité choisie. Oui, mixité choisie, on retient bien ça. Et ça se déroulera à partir de 20h en suivant tout le trajet. On appelle les meufs et toutes les personnes concernées à se mobiliser. C'est quoi le trajet ? Eh bien, le trajet, on le découvrira sur place parce que ça sera beaucoup plus fun. Je te remercie, Pedro. On enchaîne avec le 8 mars aussi, à 20h à l'Athénée Libertaire. Lola Mieserov, qui sera présente pour présenter son livre Voyage en outre-gauche, paru aux éditions Libertalia. Elle y présente une vision de cette période, c'est-à-dire celle de mai 68, qu'elle donne à connaître, celle d'une mouvance hétérogène, l'archipel d'outre-gauche, qu'elle nomme,
qui va des anarchistes indépendants à l'ultra-gauche en passant par les situationnistes. Donc ce sera à 20h, le jeudi 8 mars, à l'Athénée Libertaire. Oui, allez-y, ça va être chouettos. Et je finis par un dernier événement que j'avais déjà dit la semaine dernière, mais que je redis. Il y aura la soirée Sex on the Campus organisée par l'université et les ERS, l'espace santé, le jeudi 8 mars à l'Atencha et à 23h, une présentation de Lily Fist. Et le 8 mars, il y a beaucoup de choses. On se motive. Encore d'autres dates ? D'autres dates ? Non, mais on sait que le mois de mars, c'est l'introduction du printemps. Nous sommes en 2018, donc on sait que beaucoup de manifestations vont arriver. Soyez prêtes, soyez prêts. Ok, je ne sais pas où on est dans l'agenda, mais la dernière date, du coup, ce serait le 10 mars. Au Café Pompier, une soirée de soutien aux inculpés de l'affaire dite de Tarnac, avec des groupes 100% bordelais que sont Happy Wiz, Rien Virgule, Bismise, Radiante et Miel. Donc ça, c'est au Café Pompier à 21h samedi. Et tous les fonds sont reversés justement pour aider au procès de Tarnac, s'il me semble bien. Absolument. Voilà, donc c'est solidaire et sympa. Donc c'est tout ce qu'on est. Dit comme ça, comment refuser ? Alors du coup, nous on y sera et puis on mettra l'ambiance, ok ? On mettra l'ambiance. Samedi. Ok. Samedi, donc on y c'est 5 sera. € l'entrée et c'est moins cher d'habitude. Vous pourrez parler à Gigi si vous voulez. Il n'y aura pas de vigile, je crois. Bah ça sera un peu drôle. Ce serait concept quoi. Mais voilà, du coup, un jeudi très chargé parce que c'est la journée des droits de la femme. Et un samedi au Café Pompier, on vous attend très nombreux. Venez. Très nombreuses et très nombreux. Oh là là, c'est la fin. J'en oublie mes classiques. Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, on se retrouve mardi. Du coup, ouais. On sait pas encore sur quoi. On se retrouve mardi prochain. A priori, ça va être sur la pêche à la cour. Et Marguerite. Et oui, alors le sujet sur Marguerite Duras et la dialectique aussi, qu'on n'a pas passé. Très important. Voilà. Et donc, on vous fait des gros bisous. Bisous. Va te coucher. Et va te coucher, Anna Winter. On sait que tu nous écoutes. Bisous.